Mr. Petrovic, please proceed. Le président, Maître Petrovic, c'est de nouveau à vous. Maître Petrovic, merci, Monsieur le Président. Dans la suite de notre présentation, nous souhaiterions très brièvement revenir sur certains aspects des événements à Doboj en 1991. Dans ce contexte, le procureur affirme que Simatovic se serait rendu à plusieurs reprises à Ozren. Il fonde cette affirmation sur la déposition du témoin JF005. Alors, pour aborder plus avant la question de ce témoin, Monsieur le Président, je souhaiterais que nous repassions à huis clos partiel. Le Président, soit. Le greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique. Mesdames et Messieurs les juges. Le Président, merci. La défense. Dans son mémoire en clôture, le procureur... Le Président, un instant. An open session. We are in open session. Le Président, nous sommes en audience publique. Veuillez continuer. La défense. Merci, Monsieur le Président. Dans son mémoire en clôture, le procureur évoque 3 événements censés convaincre les juges de la présente Chambre de l'intention, de l'existence de l'intention dont aurait été animé Franco Simatovic concernant les faits qui lui sont reprochés. Ces 3 événements sont censés justifier l'intention en question, l'étayer, et d'après le procureur, cette intention se reflète directement dans les propos tenus par Simatovic et ses actions. Concrètement, le procureur se réfère aux événements à Lovinac, dont il a été question, aux événements de Vukovar, ainsi que à ceux de Bosnie orientale dans la première moitié de l'année 1993. Concernant les événements de Bosnie orientale en 1993, il s'agit en fait de l'opération connue sous le nom de Udar. Dans son mémoire en clôture, le procureur a inclus une partie intitulée, je cite, « La VRS dirigée par Mladic, Laveji et Simatovic planifie et exécute une opération en Bosnie orientale conformément à l'entreprise criminelle commune. » Fin de citation. Paragraphe numéro 133-136 du mémoire en clôture. Dans cette partie, le procureur énonce ses conclusions concernant l'opération Udar. Cette opération est également citée par le procureur dans la partie de son mémoire en clôture où il est question de l'intention dont aurait été animé Simatovic d'exécuter l'entreprise criminelle commune, de la mettre en œuvre, ainsi que sous l'intitulé, je cite, « Simatovic a personnellement participé à la planification de l'opération Udar et au commandement des unités prenant part à cette opération ». Fin de citation. Il s'agit du paragraphe 698. Les affirmations du procureur concernant l'opération Udar nous fournissent un très bon exemple de la façon dont le procureur, à la recherche de n'importe quel élément de preuve qu'il serait en mesure de trouver, présente des événements en les exagérant, en les présentant comme des éléments de preuve censés créer l'impression qu'il existait une ligne de conduite. La défense s'est concentrée sur l'opération Udar dans son propre mémoire en clôture au paragraphe 1058 et 1059, et je vous y renvoie. Cependant, la défense souhaiterait ici avancer un certain nombre d'arguments répondant aux affirmations de l'accusation. Avec le titre même qu'elle a choisi pour les parties correspondantes de son mémoire, l'accusation a souhaité suggérer que Simatovic aurait planifié et exécuté l'opération en question conjointement avec Mladic et la VJ. Cependant, les pièces à conviction montrent exactement l'inverse.
La pièce P3118 fournit une analyse des actions, des opérations de combat dans le cadre de Oudar. Il y est indiqué que l'opération Oudar a été exécutée sur la base d'un ordre de combat de l'état-major principal de la VRS du 15 février 1993. Le corps de la DRINA a remis son propre ordre le 12 février 1993, son propre ordre de combat. Or, on voit clairement dans l'ordre préparatoire daté du 20 février 1993 que le plan relatif à Oudar a été conçu antérieurement. Tous les autres ordres entrant dans le cadre de l'opération Oudar ont été rédigés plusieurs semaines après la réunion à laquelle Simatovic est censé avoir participé. Et il n'est pas possible de les rattacher à ce qui a fait l'objet des discussions lors de cette réunion. Dans la pièce P3118 également, nous trouvons une indication très précise de l'identité de ceux qui dirigeaient l'opération Oudar. On indique également quels sont les effectifs qui y ont participé. On voit qu'il y avait des effectifs du corps de la DRINA, mais l'on mentionne tout particulièrement aussi les effectifs qui étaient étrangers au corps de la DRINA. Et lorsqu'on examine ce qui figure dans cette pièce, on voit qu'il ne s'y trouve aucune mention de Simatovic, pas plus que la moindre mention d'une unité qu'il serait possible de rattacher directement ou indirectement à Franco Simatovic. L'ordre détaillé du corps de la DRINA daté du 12 février 1993 relatif à l'opération Oudar se retrouve également dans le dossier de l'espèce en tant que pièce P3085. Cette pièce montre également quand l'opération a été planifiée, qui l'a planifiée, quelles opérations ont participé à l'opération et à quelle position elles l'ont fait. Et pour finir, le témoin à charge Manojlo Milovanovic, en tant que seul officier de la VRS et officier le plus haut gradé de la VRS qui est déposé en l'espèce, a affirmé qu'il savait que l'opération Oudar avait bien été planifiée, mais qu'elle n'avait jamais été mise en œuvre. Je vous renvoie aux pages 4437 et 38 du compte-rendu d'audience. Le procureur utilise cet extrait des carnets de Mladic dans lesquels il est écrit que Simatovic aurait été présent à une réunion. Mais une fois que l'on a examiné cet extrait, on voit que le nom de Simatovic a été ajouté a posteriori à cette note du 28 février 1993. On le voit tout simplement à la façon dont son nom et le nom de deux autres personnes ont été ajoutés à la main entre deux lignes préexistantes de cette note datée du 28 février 1993. Simatovic ne dit absolument rien lors de cette réunion. On ne sait même pas pourquoi il est venu, ni combien de temps d'ailleurs il est resté sur place. Et tout ceci n'embarrasse en rien le procureur. Au contraire, ce dernier interprète la présence alléguée de Simatovic comme une participation à la planification et comme une preuve que la VRS se trouvait sous le commandement de Simatovic. Alors certes, les pièces à conviction peuvent être interprétées de diverses façons, et notamment dans différents contextes, mais l'on ne saurait transformer des faits dénués de toute existence en preuves propres à et méritant de faire l'objet d'un débat. Les éléments de preuve relatifs à l'action Oudar versés au dossier en l'espèce sont tout à fait complets, exhaustifs et comprennent également la déposition de Milovanovic. Toute tentative d'introduire dans ce tableau Simatovic et ce qui aurait constitué son rôle est sans fondement dans le dossier. Je voudrais maintenant passer brièvement à ce qui apparaît dans le mémoire en clôture de l'accusation comme une sorte de slogan président à la rédaction de tout un chapitre de ce mémoire en clôture. Dans la partie de son mémoire en clôture consacrée aux crimes en Bosnie-Herzégovine, le procureur recourt à la déclaration de Šešelj, remontant à l'époque à laquelle la guerre
faisait toujours rage. Paragraphe 486 du mémoire en clôture de l'accusation. Šešelj, à l'époque où il a fait cette déclaration, était en conflit politique aigu avec Milošević. Et tout ce que Šešelj déclare à cette époque-là relève de la propagande politique de Šešelj. Šešelj, qui d'ailleurs répond de ses agissements de l'époque devant le présent tribunal international, Šešelj, qui se trouve en détention du présent tribunal international et qui est tout à fait accessible au procureur. Et pourtant, le procureur ne cite pas Šešelj à comparaître. Or, si le procureur considère véritablement les propos de Šešelj comme véridiques et crédibles, dans le cadre de la description des événements, ce serait là la seule solution logique. Au lieu de cela, le procureur utilise des fragments issus des tirades de la propagande politique de Šešelj remontant aux années 1990 et essaie de convaincre les juges de la présente chambre d'accorder crédit à ces affirmations de Šešelj. Dans son mémoire en clôture, le procureur va jusqu'à citer 6 fois Šešelj. Non seulement il cite Šešelj, mais les propos de ces derniers constitue un véritable slogan imprégnant toute cette partie du mémoire en clôture de l'accusation qui comprend 43 pages. La défense s'est opposée au versement au dossier des déclarations de Šešelj et la défense continue de considérer aujourd'hui encore qu'il est impossible de fonder la moindre conclusion pertinente en l'espèce sur les déclarations de Šešelj remontant aux années 1990. Šešelj est l'auteur de plusieurs centaines d'ouvrages, dont nombre d'ouvrages décrivant la période de sa détention et un très grand nombre des affirmations figurant dans ces ouvrages sont pour le moins discutables du point de vue de leur véracité, que ce soit en l'espèce ou dans d'autres procès. Alors je voudrais maintenant, Monsieur le Président, que nous passions brièvement à huis clos partiel. Before we do so, Mr. Petrovic, Le Président, avant que nous faisions cela, Maître, je crois que vous êtes référé au paragraphe numéro 10 000, ou plutôt 1058 et 1059 concernant l'opération Udar. Mais dans ces paragraphes, je ne retrouve aucune référence dans les paragraphes correspondants de votre mémoire en clôture. Je suppose que c'est de cela que vous parliez, n'est-ce pas? L'intitulé est Simatovića Bajina Bašta, et ceci est juste avant le paragraphe 1057, puis ensuite nous passons au paragraphe 1058 et 1059. Maître Petrovic, juste un instant, Monsieur le Président, avec votre permission. Pour que je puisse vérifier. Avec votre permission, je propose qu'à l'occasion de notre réplique, nous fournissions simplement une phrase, une réponse précise à la question posée par les juges, réponse dont je ne dispose pas à ce stade. Il est possible qu'il y ait eu une erreur de frappe. yes, we're trying to... Président, très bien. Nous essayons de retrouver toutes les références que vous faites. Ceci nous serait utile à une étape ultérieure. En tout cas, nous apprécierions que ceci soit précisé. Maître Petrovic, merci beaucoup. Le Président, nous allons donc passer à huis clos partiel et nous nous rapprochons en fait de l'heure prévue à laquelle vous êtes censé conclure. Je crois que nous sommes à 5 ou 8 minutes de ce moment. Lorsque j'ai dit 5 à 8 minutes, en fait, il s'agit peut-être plutôt de 8 à 12 minutes. Veuillez continuer. Maître Petrovic, merci. We move into private session. Nous sommes en audience publique, mesdames et messieurs les juges. Le Président, merci. La défense. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais également dire quelques mots des soi-disant listes d'émoluments. Il y a plusieurs dizaines
de liste d'émoluments des JATD, versés au dossier en l'espèce. Et sur l'ensemble de ces très nombreuses listes, la signature de Simatovic n'est présente que dans 5 cas. Dans chacun de ces documents, il est indiqué que Simatovic signe en lieu et place du commandant Milan Radonjic. Si, comme l'affirme l'accusation, Simatovic avait véritablement été le commandant des JATD, il n'existe pas la moindre raison pour laquelle il aurait pu vouloir dissimuler ce fait dans un document interne du service en 1994 et 1995. C'est un fait notoire dans cette configuration qu'un commandant ne signerait pas à la place de son adjoint en indiquant qu'il signe en lieu et place de ce dernier. En conclusion, Mesdames et Messieurs les juges, la défense souhaiterait conclure sa plaidoirie en quelques mots. Tout ce qui a été dit hier et aujourd'hui et tout ce qui a été cité dans notre mémoire en clôture constitue, selon notre défense, une image précise et claire quant à la position et au rôle de Simatovic pendant la période couverte par l'acte d'accusation. Le procureur essaye de démontrer une intention discriminatoire chez Simatovic, essaye de dresser le portrait d'un Simatovic qui se serait battu pour une grande Serbie sans autre nation, sans autre peuple, comme un homme détruisant et chassant tout ce qui n'est pas serbe. Tout ceci, le procureur essaye de l'imputer à un homme dont la famille aujourd'hui encore a des liens fortement enracinés avec la Croatie et dont une partie de la famille vivait pendant la guerre et continue de vivre aujourd'hui sur le territoire de la Croatie. Le procureur essaie d'imputer tout ceci à Simatovic alors que ce dernier n'a jamais rien dit ni fait contre qui que ce soit, contre quelque ressortissant que ce soit d'un autre État ou d'une autre nation. Tout ce que Simatovic a fait était en accord avec les règlements du service auquel il appartenait, en accord avec la Constitution et les lois de l'État dans lequel il vivait. Simatovic était employé à des travaux de renseignement. Le travail de renseignement est souvent effectué hors les frontières de son propre pays. Il exige que l'on établisse des contacts avec les personnes les plus diverses, que l'on soit proche des événements, que l'on mette en place des cellules et des réseaux de renseignement. Autant d'activités qui sont régulées par les textes, les règlements du service, dont à aucun moment Simatovic ne s'est écarté. Simatovic n'a commis aucun crime et il n'a pas davantage apporté son concours à la commission du moindre crime. Mesdames et Messieurs les juges, la défense est convaincue que la présente chambre de première instance est en présence de toutes les bonnes raisons de conclure à un acquittement de M. Simatovic et que, au vu des arguments que la présente défense a énoncés tant dans son mémoire en clôture que dans sa plaidoirie, c'est bien là la conclusion à laquelle les juges de la présente chambre parviendront. Merci beaucoup. Le Président, merci, Maître. Avant que nous ne poursuivions, je voudrais que nous passions pour quelques instants à huis clos partiel. Le greffier d'audience, Monsieur le Président, Madame les juges, nous sommes en audience publique. Monsieur Grom, Monsieur le Président, Monsieur Maxime Marc va présenter en réplique les arguments de l'accusation. Le Président, oui. Le Président, 1 heure a été prévue à cet effet. Disons que vous aurez 45 minutes et que nous ferons ensuite la pause. Et vos 15 dernières minutes, vous pourrez les avoir après la pause. Madame Marcus, je vais faire de mon mieux, Monsieur le Président. Le Président, nous allons être très stricts au niveau du temps, donc j'apprécie que vous fassiez de votre mieux. Ce sont les résultats qui comptent. Veuillez poursuivre. Your Honors, good afternoon. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Cet après-midi,
Je vais corriger certaines des présentations erronées des faits faites par le Conseil de la Défense lors de leur plaidoirie. Je vais corriger leurs arguments sur la question de la corroboration. Je vais contester les affirmations qu'ils ont faites dans le cadre de leur plaidoirie concernant la cérémonie des Kola et la déposition de JF 39. Je vais corriger les présentations erronées des faits qu'ils ont faites lors de leur plaidoirie concernant la preuve au sujet des relations entre les membres de l'entreprise criminelle clé et l'accusé. Je vais répondre à leur tentative inefficace de dénoncer une nouvelle fois l'insuffisance de l'exposé des faits et pour finir, je vais répondre à leurs arguments concernant l'élément moral. Je dispose de quelques planches également pour étayer mes arguments. La défense Stanisic avance à la page du compte-rendu d'audience 20298 que l'écoute P de 671 est évidemment un faux parce que la bande-son de cette écoute n'existe pas. L'accusation souhaite rappeler au juge de la Chambre que la dite Chambre a versé au dossier la note de l'observateur correspondante P716, qui est un compte-rendu de l'époque préparé par les observateurs au moment où la conversation a été enregistrée. La note de l'observateur figure sur la même page qu'une autre écoute versée, P670. Pour laquelle une bande-son existe et dont la teneur correspond à et est liée à la teneur du P671. Ceci démontre que la note de l'observateur est authentique et atteste de la fiabilité de l'écoute en question. À la page du compte-rendu d'audience 20290 à 20291, la défense Stanisic avance que d'après JF 32, Bugonovic aurait dû être à la réunion de DAI avec Stanisic, mais que Bogunovic n'a pas confirmé cet élément de preuve. Après examen des éléments de preuve, cependant, il ne semble pas que JF32 ait jamais dit que Bogunovic était là. JF32 a dit dans sa déposition qu'un policier répondant au nom de Borislav Bogdanovic était un des policiers qui l'accompagnait qui était avec lui lorsque Stanisic est arrivé. À la page du compte-rendu d'audience 4760, lorsque la défense Stanisic par les suites a suggéré à JF32 lors du contre-interrogatoire à Borislav que Bogunovic était là, il a répondu en disant qu'il ne se souvenait pas du fait que le ministre Bogunovic était présent. Page compte-rendu d'audience 4760. Je confère également les pages 4758 du compte-rendu d'audience où l'accusation a indiqué à le Conseil de la Défense que le témoin avait parlé d'un certain Bogdanovic et non pas Bogunovic. Et ils ont accepté cette correction. Je vais maintenant parler de la question de la corroboration évoquée par la défense, par les équipes de la défense lors de leur plaidoirie. La défense Stanisic a fait valoir que l'accusation s'est appuyée sur les carnets de Mladic sans aucune corroboration. Et je cite, « Ceci est susceptible de créer d'occasionner les conditions d'un déni de justice. » Page du compte-rendu d'audience 20271. Les carnets de Mladic ne constituent pas une catégorie à part d'éléments de preuve qui requièrent une corroboration spéciale, mais ces carnets doivent être individuellement supposés et appréciés par les juges de la Chambre comme tout élément de preuve. Je renvoie les juges de la Chambre à leur décision acceptant le versement en dossier des carnets le 10 mars 2011 qui n'exige pas de corroboration pour accepter le versement et expose plusieurs facteurs montrant qu'ils sont fiables. À la planche 26, lors de leur plaidoirie, la défense a cité la déclaration de l'accusation du 21 mars 2012, à savoir que l'accusation n'avait versé que des passages des carnets qui, d'après l'accusation, pouvaient être corroborés par d'autres éléments de preuve présentés à la Chambre de première instance. L'argument de l'accusation concernant la fiabilité des extraits que nous avons versés n'ont pas donné lieu à une nouvelle charge de la preuve plus élevée pour ces éléments de preuve-là. Puis-je avoir la diapositive numéro 2, s'il vous plaît?
Quoi qu'il en soit, les carnets de Mladic ont été bien corroborés. À la planche 2 sont énoncées certaines de ces preuves corroborantes concernant les 3 premiers éléments contestés par la planche 28 de la défense à titre d'exemple. Stanisic entend les preuves concordantes au sens étroit du terme dans le cadre des carnets de Mladic où la corroboration n'est pas particulièrement requise, ainsi que dans le cadre des éléments de preuve présentés en vertu de l'article 92 quater. Si nous prenons le premier exemple à la planche numéro 2, le P3215 et le P3216 sont des extraits des carnets de la deuxième moitié de l'année 1991. Ils sont cités dans le mémoire concernant l'hypothèse indiquant que Mladic avait le numéro de Golubic à partir de 1991. Les carnets sont corroborés par d'autres éléments de preuve concernant les numéros de téléphone qui correspondent aux numéros de téléphone qui figurent dans les carnets de Mladic et par d'autres éléments de preuve que Golubic était pertinent pour Mladic à l'époque. Évidemment, aucune preuve corroborante ne serait citée par nous à l'appui de notre thèse, hormis le fait que Mladic disposait du numéro de téléphone de Golubic. Mais cette preuve corroborante rend ce fait on ne peut plus fiable. La diapositive numéro 28 de la défense, il s'agit d'une liste de 18 exemples d'hypothèses de l'accusation dans son mémoire qui cite exclusivement les carnets de Mladic. L'analyse que je viens de faire peut également être appliquée à chacun de ces exemples et dans de nombreux cas, cette corroboration se retrouve dans les mêmes paragraphes ou dans les paragraphes adjacents. Diapositive ou planche numéro 3, s'il vous plaît. Pour ce qui est de la corroboration en vertu de l'article 92 quater, je renvoie les juges de la Chambre à la décision rendue par la Chambre d'appel contre la décision dans l'affaire Martic sur la déposition du témoin Milan Babic. Ceci est daté du 14 septembre 2006 au paragraphe 22 qui déclare, et je cite, des éléments de preuve qui n'ont pas été contre-interrogés, qui portent sur les actes et le comportement de l'accusé ou qui sont essentiels pour la thèse de la défense doivent être corroborés si ces preuves sont utilisées pour établir une condamnation. Fin de citation. À l'intention des juges de la Chambre, la décision rendue par la Chambre d'appel dans l'affaire Perlich est datée du 23 novembre 2007 au paragraphe 59. Je vais maintenant passer à la corroboration du témoin JF39. Pendant toute la durée de leur présentation hier, la défense aujourd'hui et hier ont affirmé que l'accusation demande à la Chambre d'adopter un point de vue partial à l'égard des éléments de preuve. En réalité, c'est la défense qui souhaite que vous, Madame, Messieurs les juges, adoptent une vue partielle à l'égard des éléments de preuve, surtout lorsqu'il s'agit de corroborer les témoins à charge. JF39 a été corroboré de manière certaine. Par exemple, nous avons beaucoup entendu parler hier sur la déposition risible de GF39 lorsqu'il parlait de la relation étroite entre Stanisic et Martic. Mais, Monsieur le Président, Madame les juges, le nom de Jovica Stanisic est le premier nom qui figure sur la pièce P428, une liste de personnes qui reçoivent des récompenses du MOUP de la RSK pour avoir fait preuve de bravoure, de sacrifice de soi ou d'avoir contribué de façon exceptionnelle au service des affaires internes de la RSK. C15 a dit dans sa déposition que Martic appelait Stanisic, et je cite, son unique et premier commandant. Page du compte-rendu d'audience 1624. D'autres pièces, telles que le P995, le P12 et le P2667, corroborent également les dires de JF39 sur ce point. Si la Chambre de première instance prend la défense au mot et évalue les éléments de preuve dans leur ensemble, elle constatera que JF39 est bien corroboré par des éléments de preuve indépendants.
Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'aborder chaque aspect de la déposition de JF39, mais il a également été bien corroboré sur d'autres points. Par exemple, sa déposition au sujet de la relation entre la DB et le capitaine Dragan est corroborée par les pièces P61, P3251, P1069, P1186 et P2976, ainsi que d'autres éléments de preuve. Babich corrobore ses dires également. Babich et JF39 avaient un point de vue très différent sur les événements. Ils ont eu des occasions différentes d'observer les événements et les gens également. Pourtant, leurs récits sont concordent de façon remarquable. Même la contradiction présumée entre Babich et JF39 qui a été évoquée hier, à savoir que Babich n'était absolument pas au courant des dispositions prises entre Martic et Stanisic avant mars 1991, est tout à fait inexacte. Page du compte-rendu d'audience 20274 et 75. Babich savait certainement que Martic et Stanisic allaient se rencontrer au mois d'août 1990 parce que Babich avait rencontré Martic et Stanisic ensemble à un café entre Knin et Golubic à ce moment-là. Cela se trouve à la page, à la pièce P1878, page 153 à 154 et page 56 à 59. Pardonnez-moi, la deuxième page est la pièce P1878, page 56 à 59. Il savait également que Martic avait reçu des armes et le poste de police de Knin a distribué des armes à partir du mois d'août 1990. Il a dit dans sa déposition que ces mêmes personnes qui avaient apporté des armes à Martic en 1990 ont par la suite distribué des armes qu'ils avaient obtenues par l'intermédiaire de Stanisic. P1878, page 40 et page 149. En outre, la déposition de Babich révèle que lorsqu'il a rencontré Milosevic en mars 1991, il est devenu manifeste que Milosevic, Bogdanovic et Stanisic avaient déjà participé à l'envoi d'armes en Krajina sans que Babich n'ait été mis au courant. Bogdanovic lui a dit « Vous n'avez pas besoin de tout savoir ». P1878, page 153 à 154. Le JF39 et les différents niveaux de connaissance de Babich à propos de ces événements sont simplement le reflet de leurs postes, des postes différents qu'ils occupaient et de leurs relations différentes. Il ne s'agit certainement pas de preuves d'un quelconque parjure. Je vais maintenant répondre aux arguments concernant la cérémonie de Kula. Planche numéro 4, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mesdames les juges, la défense maintient toujours que la cérémonie de récompense de Kula était une ruse subtile destinée à impressionner Milosevic. Cet argument n'a aucun sens, comme l'atteste le fait que la cérémonie s'est poursuivie après le départ de Milosevic. À 41 minutes 42 secondes du P61, puis Milosevic monte dans une large Mercedes noire et s'en va. Que se passe-t-il après cela ? Aucune félicitation mutuelle lors de la cérémonie à l'intention de Milosevic. La cérémonie se continue comme avant, voire peut-être un peu moins formelle. Stanisic remet au capitaine Dragan une récompense et lui dit qu'il est fier de le lui remettre. Lui et Simatovic embrassent le capitaine Dragan. Opacic salue Stanisic qui ensuite lui remet une récompense. Stanisic ensuite fait une brève allocution en faisant l'éloge d'Opacic pour son héroïsme dans la région de Knin, ainsi qu'un autre membre de la région de Banja. Milosevic est parti. Rien de ce qui se passe à ce stade de la cérémonie ne pourrait être à son intention ou dans le but de l'impressionner. Néanmoins, ce qui se passe après le départ de Milosevic
correspond tout à fait avec ce qui s'est passé lorsqu'il y était. Nous avons entendu le Conseil de la Défense hier à la page 20299 tenter de rejeter l'embrassade de l'accusé du capitaine Dragan en paraphrasant Frank Sinatra. Un baiser n'est qu'un baiser, une étreinte n'est qu'une étreinte. C'était un stratagème malin destiné sans doute à minimiser honorablement l'importance de cet événement, de cet élément de preuve. Mais lorsque Stanisic embrasse chaleureusement un homme à l'égard duquel il prétend avoir de gros soupçons perçus comme une menace, lorsque Simatovic embrasse chaleureusement un homme avec lequel il prétend n'avoir eu aucun contact, une étreinte n'est pas simplement une étreinte. Je vais, dans le reste de mes arguments, parler de la relation entre l'accusé et les membres clés de l'entreprise criminelle commune. Planche numéro 5, s'il vous plaît. Je vais commencer par les relations entre Stanisic et Radovan Karadzic. La défense Stanisic semble avoir suggéré hier que la thèse de l'accusation à propos de des relations entre Karadzic et Stanisic reposait entièrement sur les écoutes téléphoniques datant d'avant la guerre. Ceci fait fi de la pièce P2532, le procès-verbal de la réunion à Belgrade en décembre 1993, au cours de laquelle Stanisic a demandé à Karadzic comment la Serbie pouvait l'aider. Et Karadzic a ensuite estimé les progrès faits au niveau de la guerre et au regard des 6 objectifs stratégiques. Et vous, mesdames et messieurs les juges, malgré l'argument répété de la défense, à savoir que Mladic tentait d'une manière ou d'une autre d'incriminer Stanisic avec ses carnets, le fait est que cette réunion a vraiment eu lieu. Vous avez entendu des éléments de preuve de quelqu'un qui a assisté à cette réunion, le général Milovanovic, qui a confirmé que cette réunion a effectivement eu lieu. Il a confirmé les détails des entrées de ce carnet dans le détail à la page du compte-rendu d'audience 15445 à 15448. C'est à cause de lui que nous savons, c'est à cause de Milovanovic que nous savons que la réunion a lieu dans le bâtiment de la DB. Franco Simatovic essaie également, de façon peu convaincante, de minimiser les liens qu'il avait avec Radovan Karadzic. La défense insiste sur le fait que la pièce P693 est la seule conversation enregistrée entre Simatovic et Karadzic et demande au juge de la Chambre de se fonder sur cette conversation pour conclure qu'il ne s'agissait pas de liens étroits qui les unissaient. Page du compte-rendu d'audience 20323. Mais cette conversation interceptée démontre que Simatovic et Karadzic se connaissaient, avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre et se considéraient comme faisant partie d'un projet commun. J'aimerais vous référez au paragraphe 115 à 117 de notre mémoire en clôture, ainsi qu'à la page 11055 du compte-rendu d'audience pour avoir de plus amples détails à propos de cette conversation interceptée. De même, la défense de Simatovic adopte une position excessivement restrictive à propos des liens qui unissaient Mladic et Simatovic et insiste sur le fait qu'il y a des éléments de preuve indiquant qu'ils se trouvaient à 2 réunions seulement ensemble. Mais cet argument méconnaît l'importance de l'une de ces réunions, à savoir la réunion qui portait sur l'opération Oudar, réunion qui fait l'objet de la pièce P392. Les plus hauts dirigeants de la VJ et de la VRS assistaient à cette réunion qui portait sur une opération militaire d'importance en Bosnie-Orientale, qui s'inscrivant dans un plan plus général de la VRS dont le but était de chasser la population musulmane de cette région, tel que cela a été énoncé dans le cadre du 3e objectif stratégique. J'aimerais renvoyer les juges de la Chambre au paragraphe 133 à 137 de notre mémoire en clôture. Le fait que Mladic et Simatovic ont assisté à cette réunion ensemble montre évidemment qu'ils partageaient cet objectif commun. Et je dirais d'ailleurs à ce sujet que la participation de Simatovic et des Bérets Rouges à cette opération a été établie par les éléments de preuve que j'ai cités dans la planche numéro 2
que je viens de vous montrer. Simatovic a essayé à plusieurs reprises de nier qu'il était responsable pour les crimes en avançant qu'il n'était pas physiquement présent. Premièrement, en Krajina, il l'a dit hier à la page 20325 à 20326 et aujourd'hui à la page 15. Comme la Chambre l'a indiqué dans sa décision aux fins d'admission du passeport de Simatovic le 5 juillet 2012, et je cite, « L'accusation n'allègue pas que l'accusé a commis physiquement et personnellement les crimes qui lui sont reprochés. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que l'accusé soit ou ait été physiquement présent dans la région où les crimes ont été commis pour en être pénalement responsable. » Fin de la citation. J'aimerais maintenant aborder ce qui a été dit par la défense de M. Simatovic aujourd'hui. Dans leur mémoire en clôture, la défense de Simatovic a déclaré, et je cite, « Les éléments de preuve présentés ci-dessus montrent clairement et au-delà de tout doute que Daniel Sneden, également connu sous le nom de Capitaine Dragan, n'avait aucun contact et aucun lien avec la DB serbe. » Fin de la citation. Paragraphe 295. Aujourd'hui, lors de leur plaidoirie, ils semblent avoir accepté le fait que Simatovic avait rencontré le capitaine Dragan en avril 1991, tel que cela est indiqué dans la pièce P 3251. Et au sujet de cette réunion, ils disent, et je cite, qu'il est évident qu'il s'agissait tout simplement d'une conversation, d'une discussion ou d'une audition entre un agent opérationnel et une personne qui faisait l'objet d'enquête. Page 6 du compte-rendu d'audience. Ce qu'ils n'ont pas expliqué toutefois, c'est comment, puisqu'ils avancent qu'il n'y avait aucun contact ou aucun lien entre Dragan et Simatovic, comment se fait-il qu'il y a compte-rendu et procès-verbal de cette audition entre le capitaine Dragan et Simatovic. Ils avancent également que nous avons trié sur le volet les mots prononcés par le capitaine Dragan qui font l'objet de la pièce P de 1976 dans une vidéo, et que le capitaine Dragan était probablement très ironique lorsqu'il a décrit les liens qui l'unissaient à Simatovic comme étant des liens d'amitié. D'après la défense, il s'agissait d'une relation qui pouvait être interprétée de plusieurs façons. Compte rendu d'audience d'aujourd'hui, page 8. J'aimerais également vous rappeler autre chose, à savoir ce qu'a dit le capitaine Dragan dans la pièce P 2976. Il a déclaré que l'unité existait de tout temps, officiellement ou officieusement, qu'elle ait été composée de 15 personnes ou de 300 personnes, comme à la fin. Moi, j'ai commandé l'unité à un moment donné, Francky l'a commandé à une autre période, Relia l'a commandé à une autre période également, mais l'unité a existé de tous les temps. En tout temps, se reprend l'interprète. Pièce ou page 17 de la pièce P de 1976. Mesdames les juges, Monsieur le Président, ce n'est pas une relation qui peut être interprétée de plusieurs façons. Simatovic et Dragan ont coopéré à la constitution, à la formation et au commandement de l'unité spéciale. Pour ce qui est de la pièce P 2673, le document relatif au train blindé, les arguments avancés par la défense sont peu convaincants et exagéré. Dans un premier temps, il s'appuie sur la façon dont le document a été écrit et indique que c'est un dialecte que Simatovic n'aurait pas utilisé. Alors, même si nous faisons abstraction de cette question, il est évident que Simatovic aurait pu certainement approuver et signer le document sans en dactylographier lui-même tous les mots. La défense de Simatovic s'est également appuyée sur ce timbre ou ce cachet de la pièce P 2673 où nous voyons un damier. Alors qu'un témoin à décharge
Pour Simatovic, le témoin DFS 14 a décrit le cachet en question comme représentant ou contenant une représentation du damier. Un témoin de la défense de Stanisic a fourni des éléments de preuve beaucoup plus exacts à propos de ce que l'on voyait au bas de la page. Puisqu'il y avait une tache au bas de la page. Lorsque la défense de Simatovic lui a demandé s'il voyait bel et bien un damier sur le cachet en question, le témoin Mile Bosnic a dit vous voulez parler de ces tâches? Et il a ensuite dit, écoutez, moi je ne distingue absolument rien. Page 12879 du compte-rendu d'audience. Et on ne peut pas rejeter le document sur la base de ces tâches. Quelques mots à propos de la notification, car il faut savoir que dans leur mémoire en clôture, ainsi que lors des arguments présentés aujourd'hui, la défense a contesté la suffisance des faits exposés. Elle l'a fait aujourd'hui, alors qu'une décision avait déjà été prise très sagement par la Chambre de première instance, en l'espèce en 2003 et en 2006. Bien que la défense ait essayé de revenir à la charge à ce sujet en 2009 et une nouvelle fois en 2012, il n'a pas été fait droit à toutes les requêtes à ce sujet où il a été décidé ou constaté qu'elles avaient été pleinement débattues. La défense a avancé en 2003 que les allégations contre l'accusé suggéraient qu'il y avait, ou contre les accusés suggéraient qu'il y avait un rapport de proximité suffisant entre eux et les crimes sous-jacents en l'espèce, et a indiqué que l'accusation était contrainte de faire en sorte que tous les noms des membres des groupes énumérés dans l'acte d'accusation constituent des faits essentiels. La Chambre de première instance a rejeté cet argument en indiquant, et je cite, qu'il n'était pas allégué que ni Stanisic ni Simatovic avaient commis physiquement ces crimes personnellement. Fin de la citation. Ces crimes leur ont été reprochés par le truchement de l'entreprise criminelle commune. Les noms des membres de ces groupes étaient considérés comme des éléments de preuve et non pas comme des faits essentiels, et le premier acte d'accusation fournissait des informations suffisamment détaillées à propos de l'inclusion de ces groupes par opposition au nom. J'aimerais faire référence à la décision eu égard aux exceptions préjudicielles de la défense du 14 novembre 2003, page 3 à 4. La défense n'a d'ailleurs au demeurant pas demandé la certification d'un appel de la décision. En 2006, lorsque la défense a contesté la suffisance des chefs d'accusation relatifs à Tornovo dans le deuxième acte d'accusation amendé, en avançant entre autres que les identités personnelles des forces serbes de Bosnie qui avaient remis les victimes de Tornovo au Scorpion constituaient des faits essentiels, il n'a pas été fait droit à cette requête pour les mêmes raisons, à savoir que ces noms constituent des éléments de preuve. Cela est une décision du 12 avril 2006 et la défense n'a pas demandé la certification d'un appel de cette décision. En 2009, lorsque la défense a déposé une écriture hors délai aux fins de contester la suffisance des faits exposés relativement aux auteurs physiques du troisième acte d'accusation amendé, il n'a pas été fait droit à cette requête car les raisons n'avaient pas été avancées pour expliquer pourquoi elle avait été présentée hors délai. La requête avait été déposée le 2 novembre 2009. Une fois de plus, la défense n'a pas demandé la certification d'un appel de la décision en question. Dans leur requête de l'année 2012, aux fins d'exclusion de cet élément de preuve, entre autres
parce que l'acte d'accusation n'était pas suffisamment détaillé, la Chambre de première instance a conclu que la forme de l'acte d'accusation avait déjà été pleinement débattue. 15 août 2012, paragraphe 11 de la décision de la Chambre. Une fois de plus, et il faut savoir que la certification de l'appel de cette décision n'a pas été retenue. Les décisions en 2003 et 2006 sur cette question étaient tout à fait exactes d'après la jurisprudence. Il a été établi qu'un acte d'accusation doit exposer les faits essentiels sur lesquels va s'appuyer l'accusation, mais non les éléments de preuve qui permettront de prouver ces faits essentiels. J'aimerais citer comme référence le paragraphe 147 de l'arrêt dans l'affaire Furungia, le paragraphe 88 de l'arrêt dans l'affaire Kupreshkic et consorts, et le paragraphe 27 dans l'arrêt Krovchka. D'après le paragraphe 28 de l'appel dans l'affaire Kvochka et le paragraphe 89 de l'arrêt dans l'affaire Kupreshkic, savoir si un fait est essentiel ou non dépend, et je cite, de la qualification donnée par l'accusation au comportement criminel et l'étroitesse du lien qui existerait entre l'accusé et les faits incriminés. Fin de la citation. Les décisions prises en 2003 et en 2006 par la Chambre de première instance en l'espèce ont indiqué que les faits avaient été suffisamment énoncés. Ils ont estimé que les noms des auteurs physiques constituaient des éléments de preuve et non des éléments essentiels. Leur décision ne s'est pas appuyée sur les faits dans d'autres affaires soulevées par les accusés dans leurs écritures, mais bel et bien sur les faits en l'espèce. La défense la défense a essayé de réfuter cela, et cela n'a pas abouti. Et le même sort devrait être réservé à leur tentative de dernière minute lors de leur plaidoirie pour persuader la Chambre de considérer à nouveau ces décisions. Aujourd'hui, à la page 38 du compte-rendu d'audience, la défense de Simatovic a avancé, et je cite, « Il est de notoriété publique qu'un commandant ne signerait pas un document à la place de son adjoint en utilisant au nom de dans l'encadré correspondant à la signature. » Fin de la situation. Donc, ils ont essayé de minimiser l'importance de la signature de M. Simatovic sur les listes d'émoluments. Le témoin à décharge Micic a témoigné que tel n'avait pas été le cas, qu'au sein de la DB, il mettait toujours le mot « za » qui signifie « au nom de », qu'il s'agissait que je signais pour mon supérieur ou à la place de mon subordonné. Et cela figure à la page 19868 du compte-rendu d'audience. J'aimerais évoquer maintenant le mens rea, Monsieur le Président, et je souhaiterais passer à huis clos partiel. Le Président, bien, nous allons passer à huis clos partiel. Thank you, Mr. Register. Le greffier d'audience, nous sommes maintenant en audience publique. Le Président, oui, Madame Marcus. Madame Marcus, la défense Stanisic s'est efforcée hier longuement de démontrer que les actes de M. Stanisic prouvent qu'il n'avait pas l'intention de commettre les crimes reprochés. La défense Stanisic a essayé de nous présenter M. Stanisic comme un artisan de la paix. Si seulement cela avait été le cas, comme l'a avancé la défense Stanisic, si seulement M. Stanisic avait eu l'intention d'être en contact avec les dirigeants pour promouvoir la paix, je cite, pour se lancer dans ces exercices de diplomatie discrète et de soulager la douleur et la souffrance. Si seulement ses intentions n'avaient pas été criminelles, imaginez comment un homme avec un tel caractère, une telle influence, une telle réputation, comme cela est indiqué dans la défense Stanisic dans leur mémoire au paragraphe 1261, si seulement cet homme avait exercé son influence pendant la période
la même période de temps, lorsqu'il a protégé les otages des Nations Unies, si seulement il avait exercé cette influence pour protéger les musulmans de Tornovo et les victimes de Sanski Most, imaginez comment le cours de l'histoire aurait été différent. Le fait est que l'accusé a continué à apporter son soutien à Arkan et aux Scorpions lors de leurs actes meurtriers pendant la même période. Parce que nous avançons que, justement, si les otages avaient été tués, cela n'aurait pas concouru à la réalisation du plan criminel commun. Cela l'aurait véritablement entravé et stoppé. Les biens mal acquis du plan criminel devaient devenir permanents par le plan de paix qui les reconnaissait. Les négociations de paix étaient une partie intégrante de ce plan et ne sont pas la preuve qu'aucun plan n'existait. Je vous remercie. This concludes your... Le Président, ceci conclut votre réplique, M. Graham. Oui, tout à fait. Le Président, avant que nous n'ayons prévu la fin de ce volet d'audience, je crois qu'il serait sage de faire la pause maintenant, de façon à ce que vous puissiez vous préparer. Que préférez-vous? 1 heure avait été allouée à la défense. Si nous faisons une pause maintenant de 25 minutes, dans ce cas, nous aurons 1 heure et 25 minutes encore. Souhaitez-vous utiliser ce temps ou souhaitez-vous avoir une pause plus longue? Je regarde ou je me tourne également vers Maître Jordache. Nous préférerions une pause plus courte ou plutôt le même temps que la pause précédente, le Président, 25 minutes. Alors, puis-je demander à l'accusation qui a respecté les délais impartis? Est-ce que cela pose un problème pour le temps qui reste? Que le temps qui reste soit alloué à la défense, Monsieur Gomes. Non, pas du tout, Monsieur le Président. Le Président. Donc, vous pouvez vous arranger entre vous en ce qui concerne le temps qui reste et nous aurons encore 1 heure et 25 minutes. Je vous remercie, Monsieur Gomes, d'avoir fait preuve de courtoisie. Le Président, nous faisons une pause et revenons à 17h35.